Je suis Joseph Cartier, 73 ans. Samedi dernier, mon fils, Adrien, a organisé une fête dans sa demeure de 4 millions d'euros. Il célébrait sa promotion au poste de vice-président senior, une promotion que je lui avais secrètement accordée. Il l'ignorait. Il savait seulement que j'étais le vieil homme embarrassant dans le coin, celui avec le costume vieux de 20 ans. Quand sa femme Sophie et ma propre fille Émilie ont commencé à se moquer de ma vie simple devant son PDG, Adrien ne m'a pas défendu. Il a ri. Il a ri de l'homme qui possédait l'entreprise même pour laquelle ils travaillaient tous. Ce rire fut l'erreur la plus coûteuse de sa vie. Avant de poursuivre cette histoire, s'il vous plaît, faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous écoutez, et appuyez sur j'aime et abonnez-vous si vous croyez que la loyauté envers la famille devrait toujours primer sur le statut social. La fête était suffocante. Je me sentais complètement déplacé. Je me tenais dans le grand hall d'entrée en marbre de la maison de Neuilly-sur-Seine, entouré par le bruit d'inconnus. Les flûtes de champagne s'entrechoquaient. Des rires vides résonnaient contre les plafonds de 6 mètres de haut et un quatuor de jazz jouait doucement dans un coin. C'était le monde d'Adrien maintenant, et celui de sa femme Sophie. Ce n'était pas le mien. J'ai instinctivement tiré sur le revers de mon vieux costume en laine. C'était le seul que je possédais. Mathilde, ma défunte femme, me l'avait acheté il y a plus de 2 décennies pour le mariage de notre fille Émilie. C'était le costume que je portais à l'enterrement de Mathilde. Ce soir, sous l'éclat d'un lustre en cristal à 50 000 €, il me semblait être un uniforme lourd et démodé. Père Joseph. Sophie a glissé vers moi. Elle ne marchait pas. Elle glissait. Sa robe de soie vert émeraude lui collait à la peau comme une seconde nature. Elle tenait sa flûte de champagne comme un sceptre. « Appréciez-vous la fête ?» demanda-t-elle, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. « C'est une sacrée réception, Sophie. Adrien doit être très content. »« Il l'est, » dit-elle, ses yeux balayant la pièce par-dessus mon épaule, cherchant déjà quelqu'un de plus important à qui parler. « Oh, puis-je vous offrir de l'eau ? Je sais que vous ne buvez pas d'alcool. » Elle sourit doucement à une femme se tenant à proximité, partageant une blague privée. Nous devons faire attention. L'alcool n'est pas bon pour les personnes âgées. L'autre femme gloussa, un son cristallin et poli. J'ai simplement hoché la tête. De l'eau, ce sera parfait. Merci, Sophie. Alors qu'elle faisait signe à un serveur, mon esprit a dérivé vers l'acompte pour cette maison même, 4 250 000 €. L'acompte était de 800 000 €. Je me souviens avoir signé le chèque de ma fiducie, celui qu'Adrien m'avait présenté comme un prêt professionnel. Il avait des graphiques. Il avait des projections. Il appelait ça mobiliser les actifs familiaux. J'appelais ça ce que c'était, un cadeau, une aumône, une que je savais ne jamais revoir. Tout comme les 200 000 € pour le mariage d'Émilie au lac d'Annecy ou les 100 000 € pour l'application de livraison de nourriture pour animaux de mon gendre Marc qui a échoué. J'étais leur banque privée, une banque silencieuse et honteuse qu'ils préféraient garder cachée. J'ai vu Émilie de l'autre côté de la pièce, ma fille. Elle et Marc riaient avec un groupe de jeunes collègues de Solutions Apex. Elle m'a vu regarder. Son sourire a vacillé une seconde. Elle m'a fait un petit signe de la main, rapide et crispé, le genre de signe que l'on fait à quelqu'un que l'on connaît à peine, avant de me tourner le dos. Ses joues ont rougi, embarrassées. Ils avaient toujours honte de moi. Honte de ma Peugeot 407 de 2005, celle dont je faisais encore la vidange moi-même. Honte de mon modeste appartement à Rouen, celui dans lequel Mathilde et moi les avions élevés, celui où leur mère est morte. Honte de mon vieux costume et de mon refus d'acheter des choses dont je n'ai pas besoin. Adrien se tenait près de l'immense cheminée, parlant à un grand homme aux cheveux argentés. L'homme portait un costume Zegna qui, je le savais d'un coup d'œil, coûtait plus cher que ma Peugeot. Adrien m'a repéré, son visage s'est tendu. « Papa » a-t-il appelé, la voix crispée. « Viens par ici. » Je me suis approché. Le contraste était presque comique. Ma laine usée contre leur coupe impeccable. « C'est une grande soirée pour toi, mon fils. Félicitations encore pour la promotion. » Adrien a eu un rire court et forcé. C'était le rire que j'obtenais toujours quand il devait me présenter à ses amis importants. « Merci, papa. Papa, voici Monsieur Dubois, mon PDG. Monsieur, voici mon père, Joseph Cartier. » Dubois m'a serré la main. Sa poignée était ferme. Il portait une montre Patek Philippe. Ses yeux ont effectué un balayage professionnel rapide, visage, costume, chaussures. Une seconde. C'est tout ce qu'il lui a fallu pour m'évaluer et me rejeter. Adrien est intervenu comme pour s'excuser de mon existence même. Mon père, il est à la retraite. Il jouit d'une vie, eh bien, très simple. Simple. Je pensais que c'était le mot qu'ils utilisaient. Pas frugal, pas humble. Simple.
Le mot que vous utilisez pour quelqu'un qui n'est pas assez intelligent pour accomplir plus. Le mot que vous utilisez pour l'homme dont les simples investissements ont financé l'éducation même, la maison même, la vie même dont ils avaient maintenant honte. Une belle qualité, a dit poliment Dubois avant de reporter toute son attention sur Adrien. Nous attendons tous de grandes choses de votre division au prochain trimestre, Adrien. Le conseil d'administration est très impressionné. Merci, monsieur. Je ne vous décevrai pas. Le conseil d'administration. J'ai dû me retenir de sourire. Le conseil d'administration de Solutions Apex, une filiale de JC Holdings, se composait de 2 membres votants. Moi, Joseph Cartier, propriétaire de 51% des actions, et mon avocat depuis 50 ans, Benjamin Leroy. Dubois, ce PDG puissant, était mon employé. Adrien, mon fils arrogant et embarrassé, était son employé. Il n'en avait aucune idée. Il pensait que j'étais juste un propriétaire retraité de Rouen vivant d'une pension et de quelques propriétés locatives. Il ne savait pas que ces propriétés locatives étaient 3 immeubles commerciaux en centre-ville. Il ne savait pas que ma retraite provenait de la vente d'Innovatech, une société de logiciels que j'avais créée dans mon garage dans les années 90 et vendue pour une fortune. Apex n'était qu'une des 12 entreprises de mon portefeuille. Une petite, une sentimentale. Je l'avais achetée parce qu'Adrien y travaillait, pensant que ce serait quelque chose à lui laisser. J'ai gardé le secret à cause de Mathilde. Elle a toujours voulu que les enfants soient autonomes. Elle craignait qu'ils ne deviennent des enfants gâtés. Après sa mort, j'ai honoré son souhait. J'ai cessé de leur donner de l'argent directement, passant aux prêts professionnels qu'ils me proposaient. Je voulais voir s'ils pouvaient voler de leurs propres ailes. J'avais tort. Ils n'ont pas volé. Ils sont juste devenus meilleurs pour trouver de nouvelles façons de me sucer jusqu'à la moelle, tout en me méprisant pour être l'homme simple qui leur fournissait tout. Plus tard, le son d'une cuillère tapant sur un verre a fait taire la pièce. Adrien se tenait sur la petite marche menant à la salle à manger. Sophie collée à son côté, rayonnante comme une reine. « Merci à tous d'être venus », a commencé Adrien, sa voix confiante, la voix d'un vice-président senior. C'est une étape importante. Être promu vice-président senior de l'ingénierie chez Apex est un véritable honneur, a-t-il poursuivi. Il a remercié Sophie, son roc. Il a remercié Monsieur Dubois, son mentor. Il a remercié son incroyable équipe, faisant un geste vers Émilie et Marc. Je me tenais dans le coin, près du ficus surdimensionné, tenant mon verre d'eau. J'attendais. J'attends toujours. Juste un signe de tête. Une brève mention. Et merci à mon père d'être là. Rien. J'étais invisible. Après les applaudissements, la fête a repris. Et puis c'est arrivé. Un jeune cadre, Kevin, essayant clairement d'impressionner son nouveau vice-président, a levé son verre. Adrien, tout cela est incroyable. Je dois demander, que faisait votre père avant sa retraite? Il doit être incroyablement fier. Une question innocente. La pièce est devenue silencieuse. Le quatuor de jazz semblait s'estomper. Tous les yeux se sont tournés vers Adrien, puis vers moi. J'étais le spectacle, le vieil homme dans le coin. Adrien s'est figé, son sourire crispé. Il cherchait une réponse qui ne l'embarrasserait pas dans son monde. Et puis Sophie, ma belle-fille, est intervenue. Elle intervient toujours. Elle a ri de ce rire aigu, perçant et cristallin. « Oh, Kevin, c'est si gentil !» s'est-elle exclamée assez fort pour que tout le monde entende. Père Joseph ici est, eh bien, il est juste très simple. Elle a insisté sur le mot, me regardant droit dans les yeux, puis de nouveau le groupe comme si elle partageait un délicieux secret. Quelques collègues d'Adrien ont ricané, tâtant le terrain. Émilie, ma fille, mon propre sang, un enfant à qui je lisais des histoires tous les soirs, a vu l'ouverture et a sauté sur l'occasion, désespérée de montrer qu'elle faisait partie du clan des privilégiés. C'est un petit investisseur, n'est-ce pas, papa? Sa voix était aiguë, condescendante, le ton que l'on utilise pour un enfant. Il a quelques propriétés locatives en centre-ville. Vous savez, juste quelque chose pour le tenir occupé à son âge. Maintenant, le rire était plus facile. Les cadres ont compris. Le vieil homme était inoffensif, une relique pittoresque de la classe ouvrière. Marc, mon gendre, toujours l'opportuniste, en a rajouté. C'est vrai, a-t-il claironné. Je l'ai vu la semaine dernière au volant de cette Peugeot 407 de 2005, la peinture s'écaille. Je lui ai dit, « Père Joseph, pour l'amour de Dieu, laissez-nous vous acheter une nouvelle voiture. » Mais il a dit, Marc a fait une pause pour l'effet comique. Il a dit qu'il préférait faire sa propre vidange. La pièce a éclaté. De vrais rires cette fois. Des rires forts et moqueurs. Il riait de ma voiture, de mon économie, de moi. J'ai regardé Adrien.
J'ai attendu. C'était son moment. Le moment d'être un fils. De dire « ça suffit », de défendre l'homme qu'il a élevé. Il ne l'a pas fait. Il a juste souri, ce sourire crispé et embarrassé, et a haussé les épaules comme pour dire « qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ?» C'est la famille. Sophie, rayonnante de sa victoire sociale, a porté le coup de grâce final. « Nous essayons. Nous essayons vraiment », dit-elle en soupirant dramatiquement au groupe. Nous l'avons invité à notre voyage en famille en Europe au printemps dernier. Il a dit qu'il préférait rester à la maison et réparer une fuite de robinet. Elle a secoué la tête, son visage un masque de fausse sympathie. C'est juste qu'il ne comprend pas vraiment notre monde. Notre monde. Le monde que j'ai payé. Et puis Adrien, mon fils, a ri. Ce n'était pas un petit rire nerveux. C'était un rire plein et sincère. Un rire de soulagement, un rire qui disait « Merci d'avoir trouvé un moyen de rendre mon père embarrassant divertissant ». Il a ri. Ma fille a ri. Mon gendre a ri. Mon PDG, Monsieur Dubois, a souri poliment. Et chaque employé de l'entreprise que je possédais riait de moi. La colère n'est jamais venue. La tristesse a été brève. Ce qui l'a remplacé, c'est une clarté profonde et froide. C'était comme si un brouillard dans lequel je vivais depuis des décennies s'était soudainement dissipé. Je les ai vus. Je les ai tous vus pour ce qu'ils étaient exactement. La voix de Mathilde a murmuré à mon oreille. « Assez, Joseph. Assez. » Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas fait de scène. J'ai calmement posé mon verre d'eau sur le plateau d'un serveur qui passait. Je me suis retourné. J'ai commencé à marcher. J'ai dépassé les visages rieurs. J'ai traversé le hall de marbre. J'ai marché jusqu'à l'imposante porte d'entrée en chêne sculpté. Les rires se sont tus quand ils ont réalisé que je partais. Le silence soudain était plus fort que le bruit ne l'avait été. Papa. La voix d'Adrien, paniquée, confuse. Le son d'un hôte dont la fête vient de mal tourner. Papa, où vas-tu? La fête n'est pas finie. Je me suis arrêté sur le seuil. Je ne me suis pas retourné. Je ne pouvais pas. Si je me retournais, il verrait mes yeux. Et je n'étais pas prêt à ce qu'il voie mes yeux. J'ai juste incliné la tête, laissant ma voix porter dans la pièce silencieuse et coûteuse. Je ne me sens pas bien, ai-je dit. Ma voix était calme, stable. Profitez bien de votre monde. Je suis sorti dans la nuit froide d'octobre, tirant la lourde porte derrière moi. Le bruit sourd et définitif du loquet s'enclenchant a sonné comme un coup de marteau. Le procès était terminé. Le jugement avait été rendu. Le trajet d'1 heure pour retourner à Rouen a été silencieux. L'autoroute A13 était sombre. Les arbres qui l'abordaient ressemblaient à des squelettes dans la nuit de fin octobre. Je n'ai pas allumé la radio. J'ai juste écouté le ronronnement familier et régulier de ma Peugeot 407 de 2005. Mon gendre, Marc, avait raison. Le vernis s'écaille au-dessus du pare-chocs arrière. J'ai déjà la peinture de retouche et le papier de verre de côté pour le réparer moi-même le week-end prochain. Le travail ne me dérange pas. Cette voiture a 380 000 km au compteur, et le moteur ne m'a jamais fait défaut une seule fois. Elle est payée, contrairement au vaisseau spatial allemand à 100 000 € que mon fils loue, un monument roulant à la dette conçu pour impressionner des gens qu'il n'aime même pas. Je n'ai pas ressenti de colère pendant ce trajet. La piqûre brûlante de l'humiliation à la fête s'était refroidie et durcie en autre chose. Quelque chose de froid, de lourd et de clair. C'était de la concentration. C'était le même calme glacial que j'avais juste avant de conclure une acquisition difficile. Ce moment précis où vous réalisez que l'autre partie vient de surjouer fatalement sa main. Il pensait que j'étais un vieil homme simple, une relique. Il n'avait aucune idée que je possédais le casino tout entier. Je me suis garé sur ma place de parking attitrée derrière mon immeuble. De l'extérieur, il n'a pas fière allure, juste de la vieille brique solide de Rouen et des escaliers de secours noirs. C'est le genre d'immeuble qu'Adrien et Sophie auraient horreur de dire à leurs amis de Neuilly qu'ils visitent. J'ai pris le vieil ascenseur qui cliquetait jusqu'au 4e étage. Le couloir sentait légèrement le cirage et quelqu'un plus loin cuisinait de l'ail. J'ai mis ma clé dans la serrure. La porte s'est ouverte avec un grincement de bienvenue familier et j'étais chez moi. L'air était instantanément différent. Il était chaud. Il sentait les vieux livres, le cuir usé de mon fauteuil préféré, et si je fermais les yeux et respirais profondément, le léger parfum persistant de l'eau de rose de Mathilde. J'ai accroché mes clés au simple crochet en laiton près de la porte. Son écharpe rouge préférée était toujours suspendue au porte-manteau à côté. 10 ans qu'elle était partie, et je ne pouvais toujours pas me résoudre à déplacer cette écharpe. Je suis entré dans le petit salon. Le parquet grinçait sous mes pieds. Les meubles étaient vieux, confortables, usés aux bons endroits par une vie d'utilisation.
Le plaid jaune qu'elle avait tricoté pendant son dernier hiver était toujours drapé sur le dossier du canapé. La maison d'Adrien, ce palais de glace à 4 millions d'euros. Ce n'était pas un foyer. C'était une scène, une salle d'exposition. C'était du marbre froid, des arêtes d'acier tranchantes et de vastes espaces vides de blanc. Et de gris. Ça sentait les produits de nettoyage industriel dans un air cher et stérile. C'était un endroit conçu pour impressionner. Mon appartement. C'était un endroit conçu pour vivre. C'est dans cet appartement que j'ai ramené Mathilde comme jeune mariée il y a 50 ans. C'est ici que nous avons élevé Adrien et Émilie. C'est ici que j'ai tenu la main de Mathilde alors qu'elle rendait son dernier souffle, juste dans la chambre au bout du couloir. Mes enfants voyaient cet endroit comme un symbole de mon échec, de mon incapacité à suivre. Ils ne comprenaient pas. Ils ne pouvaient pas. Ils ne savaient pas qu'après la mort de Mathilde, l'argent avait cessé d'être une question de confort pour devenir une question de sécurité. C'est devenu un jeu que je jouais en silence. Un jeu que j'avais gagné encore et encore. Je suis allé à mon bureau. Ce n'est pas vraiment un bureau. C'est une petite pièce de rechange exiguë avec de vieux classeurs et un bureau en chêne. Mais c'est ici que vit JC Holdings. C'est ici que l'homme dont ils ont ri ce soir conservait les archives des 12 entreprises qu'il possédait. Mes enfants, ils n'en ont aucune idée. Ils pensent que mon monde est cet appartement. Ils pensent que ma richesse est un chèque de pension mensuel et le loyer de quelques locataires dans un vieil immeuble plein de courants d'air en centre-ville. Ils voient les chèques. Ils voient un vieil homme simple et triste qui a atteint son apogée il y a 30 ans et qui s'éteint doucement depuis. Ils ont spectaculairement, douloureusement tort. Quand Mathilde est morte, c'était comme si le monde s'était arrêté. La couleur a disparu de tout. Pendant un an, j'ai juste existé. Je me suis assis dans cet appartement même, dans ce fauteuil même, et j'ai attendu que les jours passent. Mais une nuit, j'ai réalisé que je ne pouvais pas honorer sa mémoire en m'éteignant simplement. C'était une battante. Elle s'est battue pour notre famille. Elle a combattu le cancer pendant 3 longues années et ne s'est jamais plainte une seule fois. Alors, j'ai décidé de me battre, non pas pour plus, mais pour la sécurité, pour construire quelque chose de si solide que mes enfants et leurs enfants n'auraient jamais à connaître le genre de peur que Mathilde et moi avons connu quand nous étions jeunes. J'ai commencé petit. J'ai vendu une parcelle de terrain commercial que j'avais acheté dans les années 80. Un terrain vague que tout le monde pensait sans valeur. La ville a décidé de construire une nouvelle sortie d'autoroute juste à côté. Ce terrain vague s'est vendu 3 millions d'euros. Adrien et Émilie le savaient. Ils ont vu la nouvelle voiture que j'ai achetée. Bon, c'était une Lexus de 5 ans, mais c'était nouveau pour moi. Ils pensaient que j'avais mis le reste dans un fonds de retraite sûr et ennuyeux. Mais je ne l'ai pas fait. Je surveillais une petite société de logiciels en Californie, juste une poignée de jeunes dans un garage avec une idée folle sur la compression de données. Il s'appelait Innovatech. J'ai pris 1 million d'euros, de l'argent que j'étais tout à fait prêt à perdre, et je l'ai tout investi. C'était il y a 15 ans. Innovatech n'a pas seulement réussi, elle a explosé. Elle est devenue l'épine dorsale du stockage en nuages pour une douzaine d'autres géants de la technologie. Quand j'ai finalement vendu ma participation majoritaire 5 ans après le décès de Mathilde, ma fortune personnelle n'était pas seulement confortable, elle était générationnelle. Mais je ne leur ai jamais dit. Je me souvenais de l'inquiétude constante de Mathilde. Ne laisse pas l'argent les ramollir, Joseph, disait-elle. Je veux qu'ils construisent leur propre vie. Je veux qu'ils soient fiers de ce qu'ils accomplissent, pas seulement de ce dont ils héritent. Alors, j'ai honoré son souhait. J'ai gardé ma vie exactement la même. J'ai gardé la Peugeot. J'ai gardé cet appartement. Et j'ai construit JC Holdings, Joseph Cartier Holdings. Je l'ai créé comme une fiducie sans droit de regard gérée par mon plus vieil ami, mon avocat, Ben Leroy. Aujourd'hui, JC Holdings est un mastodonte discret de 900 millions d'euros. Nous possédons 12 entreprises en Amérique du Nord et en Europe, dans les logiciels, l'immobilier, la logistique et une société de conseil en technologie de taille moyenne appelée Solutions Apex. J'ai acheté Apex il y a 4 ans. C'était un achat sentimental. Adrien et Émilie y travaillaient tous les deux. Je pensais que ce serait une belle surprise, quelque chose à leur donner un jour, une façon de leur montrer ce que j'avais construit. Mais j'ai attendu. J'ai observé et ce que j'ai vu m'a inquiété. J'ai vu comment ils traitaient leurs collègues. J'ai vu le sentiment de droit, l'arrogance et j'ai vu comment ils me traitaient. Ils ont vu mon humilité, mon désir qu'ils soient indépendants, et ils l'ont pris pour un échec. Ils pensaient que c'était moi qui n'avais pas suivi. Ils pensaient qu'ils étaient les plus brillants et que j'étais juste le vieil homme simple qu'ils devaient tolérer pendant les vacances. Ils ne m'ont pas seulement mal compris. Ils méprisaient les fondations mêmes sur lesquelles j'étais bâti. Les fondations qui soutenaient tout leur monde fragile et surendetté. Assis ici maintenant dans mon bureau tranquille,
Les rires de cette fête résonnent encore dans mes oreilles. La voix de Sophie, il ne comprend pas notre monde. Elle a raison. Je ne le comprends pas. Mais elle est sur le point de recevoir une leçon très, très dure sur le mien. Je me suis assis à mon vieux bureau en chêne, celui que Mathilde disait toujours trop grand pour la pièce. Le lourd téléphone noir était froid dans ma main. Il était 23h30, mais je savais que Ben Leroy serait réveillé. En 50 ans d'amitié, je ne l'avais jamais connu se coucher avant 1h du matin. Il était mon avocat, mon confident et le président public de JC Holdings. Il était la seule autre personne sur Terre à connaître la vérité. Il a décroché à la 2e sonnerie, sa voix rauque comme toujours. Leroy. Ben, c'est moi. Il y a eu une pause. Il connaissait ma voix tout comme il connaissait mes humeurs. Joseph, tu es rentré tôt. Comment était la grande fête? Comment va le nouveau vice-président senior? La fête, ai-je dit en fixant une petite photo encadrée de Mathilde sur mon bureau, a été très instructive. Ben a attendu. Il connaissait ce ton. Ce n'était pas un appel de courtoisie. C'était JC Holdings qui appelait, pas Joseph Lamy. J'ai besoin que tu sortes les dossiers du personnel de Solutions Apex, ai-je dit, ma voix calme. Apex, à cette heure-ci? Ben semblait confus. Dubois nous pose des problèmes? Je pensais que ses projections trimestrielles étaient solides. Pas Dubois, ai-je dit. J'ai besoin du statut contractuel de 3 employés spécifiques. Adrien Cartier, Émilie Collin et Marc Collin. Le silence à l'autre bout de la ligne était absolu. Je pouvais entendre le léger grésillement de la connexion. Joseph. La voix de Ben était soudainement vive, empreinte de confusion. Qu'est-ce que tu veux dire par statut contractuel? Tu connais leur statut. Tu es l'actionnaire majoritaire. C'est toi qui as approuvé la promotion d'Adrien la semaine dernière. Tu as approuvé l'octroi d'options sur action d'Émilie il y a 6 mois. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais ce que j'ai signé, ai-je dit, la clarté froide de la fête ne s'était pas estompée. Elle devenait plus forte. Elle me rendait stable. Je ne te demande pas de revoir leur statut, Ben. Je t'ordonne de le changer. Le changer. Comment? Plus de primes, Joseph. Tu leur en as déjà donné. Non. Je l'ai interrompu, ma voix plate et finale. Plus de primes. Je veux que tu prépares les papiers. Licenciement. Il y a eu une vive inspiration. Licenciement. Joseph, as-tu perdu la tête? Tu parles de tes enfants. C'est exact, ai-je dit. Virez-les. Tous les 3. Virez-les. La voix de Ben, habituellement si calme et mesurée, s'est brisée. Joseph, au nom de Dieu, de quoi parles-tu? Es-tu ivre? Tu ne bois même pas. Je suis sobre, Ben, et je n'ai jamais été aussi lucide de ma vie. Tu ne peux pas être sérieux, balbutia-t-il. Joseph, en tant que ton avocat, en tant que ton conseil pour JC Holdings, je dois formellement t'avertir que c'est une décision incroyablement imprudente, extrême et personnelle. Tu ne peux pas simplement virer ta famille. Adrien est un vice-président très compétent. La performance de sa division est en hausse de 12% ce trimestre. Émilie est l'une des meilleures directrices marketing que nous ayons jamais eues chez Apex. Ce n'est pas une décision commerciale saine. C'est de la vengeance. Je l'ai laissé finir. J'ai laissé le silence planer dans l'air de mon bureau pendant un long moment. Tu as raison sur une chose, Ben, ai-je dit finalement, ma voix dangereusement calme. C'est personnel, mais la compétence n'excuse pas la cruauté. Et elle n'excuse certainement pas un profond manque de respect public. Pas envers moi, pas envers l'homme qui signe leur chèque de paie. Qu'ont-ils fait, Joseph? Qu'est-ce qui pourrait être si grave? Alors, je lui ai raconté. J'ai relaté toute la soirée. Je lui ai parlé des regards de pitié des étrangers. Je lui ai parlé des présentations embarrassées d'Adrien. Et puis je lui ai parlé des rires. Ils se tenaient là, tous, devant 50 personnes, devant leur PDG, et ils se sont relayés pour se moquer de moi. Émilie, ma propre fille, a décrit le travail de ma vie comme ayant quelques propriétés locatives en centre-ville pour le tenir occupé. J'ai entendu Ben jurer doucement sous son souffle. Puis Marc, son mari, a plaisanté sur ma Peugeot de 2005, celle que je garde parce que c'était la dernière voiture dans laquelle Mathilde est montée. Il a plaisanté sur le fait que je faisais ma propre vidange. Et ils ont tous ri. Ils ont ri de moi, Ben, comme si j'étais un bouffon de cour. Comme si j'étais un vieil homme simple, j'ai répété le mot que Sophie avait utilisé, et je pouvais sentir la glace dans ma propre voix. Et Adrien, ai-je dit, en marquant une pause pour garder ma voix stable. Adrien, il a ri aussi. Il a ri avec eux. Il a laissé sa femme me traiter d'homme qui ne comprend pas leur monde. Quelle ingratitude, a commencé Ben, son sang-froid d'avocat disparu, remplacé par la colère d'un ami. Joseph,
Je suis tellement désolé. Je te le dis depuis des années. Tu leur en donnais trop, tu les rendais mous. Mouse? Ai-je dit avec un rire amer. Ils ne sont pas mous, Ben. Ils sont pourris. Ils sont pourris jusqu'à la moelle. J'ai construit ça, ai-je dit, ma voix s'élevant pour la première fois. Tu sais, j'ai construit ça quand Mathilde était malade, quand elle était mourante. Je travaillais 18 heures par jour. Je négociais la vente finale d'Innovatech depuis une chaise en plastique dans une salle d'attente d'hôpital, fonctionnant au café de distributeur automatique et avec 3 heures de sommeil. J'ai fait tout ça pour qu'ils n'aient jamais à savoir ce qu'est la vraie lutte. Pour qu'ils puissent aller dans leurs écoles chics et leurs voyages en Europe et vivre dans leur maison à 4 millions d'euros. J'ai pris une profonde inspiration tremblante. Et ce soir, ils se sont tenus sur les sols en marbre que j'ai payés, dans la maison que j'ai payée. Et ils ont ri de moi pour être l'homme même qui a tout construit. Ils n'ont pas seulement ri de moi, Ben. Ils ont ri de la mémoire de leur mère. Ils ont ri des fondations sur lesquelles ils se tiennent. Ils ne sont pas seulement ingrats, Ben. Ce sont des imbéciles. Et je ne tolère pas les imbéciles dans mes entreprises. Ben est resté silencieux pendant un long moment. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout de la ligne. Mais Joseph, tes petits-enfants, a-t-il essayé une dernière fois, sa voix douce. Mes petits-enfants, ai-je dit, la glace revenant. Mes petits-enfants apprendront une leçon précieuse. Une leçon que leurs parents ont clairement manqué de saisir. Que les actions ont des conséquences. Et qu'il ne faut jamais, jamais mordre la main qui vous nourrit. Surtout quand cette main appartient à votre père. D'accord, a dit Ben. Sa voix était purement professionnelle maintenant. Il était passé de l'ami à l'avocat. En tant que votre conseil, je comprends votre directive. En tant que votre ami, Joseph, ça va être brutal. Ce n'est pas seulement les virer. C'est une exécution financière. Tu vas leur enlever leur maison, leur voiture, leur vie entière. Des vies, ai-je répété, ma voix plate. Des vies que j'ai financées, des vies qu'ils ont bâties sur la prémisse que j'étais leur imbécile. Non, Ben. Ce n'est pas une exécution. C'est une correction du marché. Ils vivaient dans une bulle et je suis simplement en train de la faire éclater. Alors, quels sont les détails? A demandé Ben. Voici ce que tu vas faire, ai-je dit en me penchant en avant sur ma chaise. Premièrement, et c'est le plus important, ils ne doivent pas savoir que cela vient de moi. Ni maintenant, ni jamais. Mon nom ne doit être associé à cette décision d'aucune manière officielle. C'est clair? Compris, a dit Ben. Déni plausible. Tu es l'actionnaire majoritaire silencieux. Je suis le président de la société holding. La décision viendra de moi, officiellement. Exactement. J'ai dit, en tant que président de JC Holdings, tu appelleras le PDG Dubois lundi matin à la première heure, avant même qu'il ait bu son café. Tu l'informeras que le conseil d'administration, c'est-à-dire toi et moi, a procédé à un examen d'urgence des priorités stratégiques. Nous avons décidé que Solutions Apex est surendetté en cadres intermédiaires et supérieurs et nous autorisons une restructuration stratégique ciblée. Restructuration stratégique, a répété Ben, le terme corporate classique pour un bain de sang. C'est propre. C'est impersonnel. C'est exactement ce qu'il mérite, ai-je dit. Dubois ne te posera pas de questions. Il sera juste reconnaissant que ce ne soit pas son poste qui soit en jeu. Tu lui donneras l'ordre de mettre fin au contrat de travail d'Adrien Cartier, Émilie Collin et Marc Collin. Avec effet immédiat. Immédiat, a confirmé Ben. Pas de préavis de 2 semaines. Aucun, ai-je dit. Ils doivent être informés. Leur accès au réseau de l'entreprise doit être révoqué pendant qu'ils sont encore dans la pièce, et ils doivent être escortés hors du bâtiment par la sécurité, comme n'importe quel autre employé licencié. Joseph, c'est. Je n'ai pas fini, Ben. Je l'ai interrompu, l'indemnité. C'est la partie la plus importante. Je veux que leurs indemnités soient calculées au minimum légal requis. Quoique le droit du travail français impose pour un licenciement sans cause, pas un centime de plus. Tu me comprends? Pas de prime? A demandé Ben, semblant sincèrement choqué. Le contrat d'Adrien garantit une prime à 6 chiffres à la fin de ce trimestre. Émilie a des options sur actions non acquises. Il n'arrivera pas à la fin du trimestre, ai-je dit. La clause de prime est nulle. Quant aux options sur actions, elles ne sont pas acquises. Elles ne valent rien. Ils n'obtiennent rien. Ils reçoivent leur dernier salaire, les congés payés accumulés et l'indemnité légale minimale. C'est tout. J'ai continué, le plan se formant parfaitement dans mon esprit. Et Ben, leur carte de crédit d'entreprise, leur voiture de fonction, tout ça, révoqué, désactivé avant même qu'ils ne retournent à leur bureau. Je veux que la voiture de fonction de Marc Collin soit remorquée du parking avant qu'il ait fini de pleurer.
Je veux que la carte American Express supplémentaire de Sophie, celle qu'elle utilise pour ses dépenses liées au compte d'Adrien, soit refusée. Je veux qu'il sente instantanément ce que signifie être coupé du monde. Ben a laissé échapper un long sifflement lent. Joseph, c'est la politique de la terre brûlée. Ils m'ont traité de vieil homme simple, Ben. Ils m'ont traité de pecno qui ne comprendraient pas leur monde. Ils ont ri de moi. Ils sont sur le point d'apprendre de la manière la plus douloureuse possible à quel point ils avaient tort. Ils vont apprendre ce qu'est vraiment la brutalité. La ligne est restée silencieuse pendant 30 bonnes secondes. J'ai attendu. Je savais qu'il le ferait. C'était la seule personne en qui j'avais confiance. D'accord, a dit Ben finalement, sa voix lourde de résignation. Lundi matin, 9 heures précises. Je passerai l'appel à Dubois. Je m'occuperai moi-même des formalités pour les indemnités. Merci, Ben, ai-je dit. Ne me remercie pas, Joseph, a-t-il répondu. C'est une chose terrible. Je suis juste content que Mathilde ne soit pas là pour voir ça. Bonne nuit, il a raccroché. Je suis resté assis là, dans l'obscurité de mon bureau. La bombe à retardement était armée. Le compte à rebours avait commencé. Tout ce que j'avais à faire maintenant, c'était d'attendre l'explosion. Et pour la première fois depuis le décès de Mathilde, j'attendais avec impatience le début d'une nouvelle semaine. Lundi matin, le soleil filtrait faiblement à travers les stores du relais de Rouen, illuminant les grains de poussière dansant dans l'air. Le bistrot sentait exactement comme il y a 30 ans. Bacon grillé, vieux café et la légère odeur sucrée de la cire à parquet. C'était mon endroit, pas la scène à 4 millions d'euros d'Adrien. Martine, une serveuse qui travaillait ici depuis presque aussi longtemps que moi, a fait glisser ma tasse habituelle sur la table. C'était une céramique blanche épaisse, ébréchée sur le bord. « Juste le café aujourd'hui, Joseph ?» a-t-elle demandé, sa voix rauque d'une vie passée à crier des commandes. « Juste le café, Martine, noir, ai-je dit. » J'ai déplié mon exemplaire des Échos. Mes enfants pensaient probablement que je lisais le journal local, s'ils imaginaient que je lisais tout court. Ils seraient surpris de savoir que je vérifiais la performance de mes propres avoirs. Les cours de la bourse dans la section finance étaient mon bulletin de notes. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. C'était une vieille Timex. Le bracelet en cuir était craquelé par l'âge. Mathilde me l'avait offerte pour notre 25e anniversaire. Elle coûtait 30 €. Elle donnait toujours l'heure parfaite. 8h58. D'un moment à l'autre. J'ai pris une gorgée de café. Il était brûlant, amer et vrai. Pas la boisson tiède et insipide que Sophie servait dans de délicates petites tasses qui coûtaient plus cher que ma montre. J'ai tourné la page du journal, une analyse détaillée du secteur technologique. Prévisible, ennuyeux. Je me sentais calme. La rage blanche et brûlante du samedi soir s'était refroidie. La tristesse profonde était passée. Il ne restait que cette immobilité froide et absolue. C'était l'immobilité d'un chirurgien avant la première incision. Le piège était tendu. Les lignes étaient tracées. Le mécanisme était déjà en mouvement. 9 heures. En ce moment même, à des kilomètres de là, mon plus vieil ami, Ben Leroy, décrochait sa ligne privée. Il composait le numéro du PDG Dubois. Dubois qui avait souri poliment pendant que mes enfants se moquaient de moi. Dubois, qui était probablement à cette même seconde en train de prendre sa première gorgée d'un Lator de prix, pensant à sa partie de golf du week-end à venir. Sa journée était sur le point d'être gâchée. J'ai pris une autre gorgée de mon café. J'ai imaginé Adrien, mon fils. Il entrerait dans son nouveau bureau de vice-président senior, celui avec les murs de verre. Il serait rempli de cette arrogance, de ce sentiment de droit, se sentant comme le roi de son monde. J'ai imaginé Émilie, ma fille, déjà à son bureau, peut-être en train de faire du shopping en ligne, débitant une nouvelle paire de chaussures sur la carte American Express de l'entreprise. J'ai imaginé Marc, mon gendre, probablement en train de se plaindre à un subordonné de la qualité du café gratuit dans la salle de pause. Ils étaient tous des papillons flottant béatement dans l'air, complètement inconscients que le bocal en verre descendait déjà sur eux. Le monde magnifique, isolé et cher que j'avais construit pour eux, le monde dont ils m'avaient si nonchalamment et cruellement exclu, était sur le point de s'évaporer. Martine est repassée, cafetière à la main. « Tu es sûr que je ne peux pas te servir des œufs, Joseph ? On dirait que tu es à 1000 lieues d'ici. » J'ai plié le journal et l'ai placé soigneusement à côté de ma tasse. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et l'ai posé, écran vers le haut, sur la table. L'écran était sombre. « Non, merci, Martine », ai-je dit en lui faisant un petit sourire. « J'attends juste quelques appels. » 9h04. Le téléphone était toujours sombre, d'une seconde à l'autre. 9h05. Le téléphone sur la table a vibré.
C'était une vibration basse et en colère contre le Formica, assez forte pour que Martine regarde depuis le comptoir. L'écran s'est allumé. Adrien. Je l'ai regardé. Je n'ai pas bougé. J'ai vu le nom de mon fils briller sur l'écran sombre. J'ai pensé à son visage samedi soir, riant. J'ai pensé aux mots simples. J'ai calmement pris ma tasse de café et j'ai bu une gorgée. Le café était encore chaud. Le téléphone a continué de vibrer. Une sonnerie, 2 sonneries, 3. Il s'est tu. L'écran s'est éteint. Martine s'est retournée pour essuyer le comptoir. J'ai posé ma tasse. J'ai pris mon journal. J'ai commencé à lire un article sur les marchés financiers. Je ne possède aucune matière première agricole, mais l'analyse était intéressante. 9h06. Le téléphone a de nouveau vibré, plus insistant cette fois. Il a glissé d'1 centimètre sur la table. L'écran s'est allumé. Émilie, ma fille. Son nom brillait tout comme celui d'Adrien. J'ai pensé à sa voix aiguë et condescendante. Juste quelque chose pour le tenir occupé à son âge. J'ai pensé au chèque de 20 000 € de frais de scolarité que j'avais signé pour sa fac de droit, chaque semestre pendant 3 ans. J'ai délibérément plié mon journal en 2, faisant un pli net et précis. Le téléphone a vibré et s'est arrêté. L'écran s'est éteint. 9h07. Le téléphone a explosé. Ce n'était plus une vibration polie. C'était un cliquetis frénétique et désespéré. BZT, BZT, BZT. Un nouvel appel arrivait avant même que le précédent ne soit déconnecté. Adrien BZT, BZT, Adrien BZT, BZT, BZT Marc. Il vibrait si fort qu'il était sur le point de tomber de la table. C'était une symphonie de panique. Ma panique. La panique que j'avais créée. J'ai soupiré comme si j'étais légèrement agacé par l'interruption. Je n'ai plus regardé les noms. Je les connaissais déjà. J'ai pris le téléphone. Ma main était parfaitement stable. J'ai appuyé 1 fois sur le bouton de volume sur le côté. 2 fois. La vibration s'est arrêtée. La sonnerie était en sourdine. Puis j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation et je l'ai maintenu enfoncé. L'écran m'a offert un choix. Éteindre. Redémarrer. J'ai appuyé sur éteindre. L'écran est devenu noir. Silence absolu. J'ai reposé le téléphone sur la table. Une brique sombre et inutile. J'ai pris ma tasse de café. J'ai bu une autre gorgée. J'ai imaginé la scène. J'ai imaginé Adrien dans son bureau de verre, un agent de sécurité se tenant derrière lui. Son visage un masque de rage violette et d'incrédulité. J'ai imaginé Émilie dans son bureau, sanglotant dans ses mains alors que sa carte American Express d'entreprise était coupée en 2. J'ai imaginé Marc. Eh bien, j'ai juste imaginé Marc étant inutile, probablement en train de crier sur une réceptionniste qui ne travaillait plus pour lui. J'ai souri. Juste un petit sourire privé. J'ai repris mon journal et je suis retourné à l'article sur les marchés financiers. Il me restait encore une demi-tasse de café à finir. La matinée ne faisait que commencer. J'ai fini le reste du café. Il était tiède maintenant, mais peu importait. J'étais assis depuis 15 minutes. 15 minutes de silence total et ininterrompu de mon côté. J'imaginais le chaos du leur, les appels frénétiques entre eux, les accusations, l'incrédulité. Je les imaginais blottis dans le hall d'entrée vitrée et étincelant du bâtiment Apex, éjectés, leur badge d'accès désactivé. Bien. J'ai tiré mon téléphone sombre et silencieux vers moi. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. L'écran a vacillé pour s'animer. C'était comme ouvrir une vanne. Les notifications ont afflué les unes après les autres, une cascade de désespoir. 14 appels manqués, 8 SMS, tous en majuscules, et 3 nouveaux messages vocaux. J'ai appuyé sur lecture pour le premier. Adrien. La voix qui sortait du petit haut-parleur était à peine reconnaissable. Ce n'était pas le baryton confiant et retentissant du vice-président senior du samedi soir. C'était un cri aigu et haletant, le son d'un homme qui venait de voir l'illusion de toute sa vie se briser à ses pieds. Papa. Papa, où es-tu? Pourquoi tu ne réponds pas à ton téléphone? Papa. J'ai écouté calmement. J'ai sorti un billet de ma poche et l'ai posé sur la table comme pourboire pour Martine. Papa, tu dois faire quelque chose. Je viens de me faire virer. Virer, moi, Émilie et Marc. Tous les 3. Il criait maintenant, sa voix se brisant. Je pouvais entendre l'écho stérile du hall d'Apex derrière lui. Il devait faire les 100 pas du bois, nous a juste appelés un par un. Il a dit « Restructuration stratégique ». Tu peux le croire? Restructuration stratégique. Je suis la stratégie. Je suis le vice-président senior. Papa. J'ai fait signe à Martine pour l'addition. Elle a hoché la tête depuis le comptoir.
Tu dois faire quelque chose. Tu as des contacts. Tu connais des gens. Tu dois appeler quelqu'un. Appelle ton avocat. Appelle quelqu'un. C'est insensé. Papa, j'ai le prêt immobilier. Le prêt de 4 millions d'euros. Sophie elle est. Papa, tu dois m'appeler. Tu dois arranger ça maintenant. Le message s'est terminé par un OK, comme s'il était à bout de souffle. Je l'ai supprimé. Arranger ça. Pas qu'est-ce que j'ai fait de mal. Pas pourquoi cela arriverait-il. Juste arranger ça. Le sentiment de droit était stupéfiant. Il n'appelait pas son père. Il appelait son serviteur. Le vieil homme simple qui était censé nettoyer ses dégâts. J'ai appuyé sur lecture pour le deuxième. Émilie. Celui-ci n'était que des sanglots hystériques purs. Il lui a fallu 10 secondes pour former un mot. Papa, a-t-elle gémi. Le son était aigu et mince. C'était le même cri qu'elle utilisait quand elle était petite et que je lui disais qu'elle ne pouvait pas avoir de glace avant le dîner. Papa, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai regardé par la fenêtre du bistrot. Un bus est passé, éclaboussant une flaque d'eau. Ils ont bloqué ma carte, la carte d'entreprise. J'essayais juste d'acheter un café et elle a été refusée. Elle pleurait pour une tasse de café. J'ai pensé à son rire samedi. Juste quelque chose pour le tenir occupé. Marc devient fou, papa. Il crie sur tout le monde. Il ne nous laisse même pas retourner à nos bureaux et nous avons les frais de scolarité. L'école privée, papa. Les frais de scolarité pour les enfants sont dus la semaine prochaine. Comment allons-nous les payer? Mes petits-enfants. Les frais de scolarité que j'avais payés pendant les 3 dernières années, déguisés en cadeau au fonds d'éducation d'Émilie. Elle en était venue à considérer même cela comme son propre argent. Papa, s'il te plaît. Tu dois nous aider. Tu dois appeler Adrien. Tu dois arranger ça. J'ai supprimé le message. Un message vocal restant. Marc, mon gendre. J'ai appuyé sur lecture. Cette voix n'était pas paniquée. Elle ne sanglotait pas. C'était de la rage pure et sans mélange. Joseph. Il ne m'a pas appelé papa. Il ne m'a pas appelé Père Joseph. Il a utilisé mon nom. Je ne sais pas dans quel pétrin tu t'es mis ou pourquoi tes contacts te lâchent soudainement, mais c'est totalement inacceptable. Ils ont fait remorquer ma voiture de fonction, remorquer directement du parking avec mon sac de sport encore dedans. Émilie est en morceaux. Toute cette opération est complètement non professionnelle. Non professionnelle. J'ai presque souri à ça. L'homme qui avait échoué dans une start-up que j'avais financée, qui avait ri de ma Peugeot, me faisait la leçon sur le professionnalisme. Tu dois appeler ton avocat, a-t-il ordonné. Ou qui que ce soit à qui tu parles. Tu leur dis qu'ils ont commis une erreur catastrophique. J'attends que cela soit résolu et que mon véhicule soit retourné d'ici la fin de la journée. Tu me comprends? Arrange ça. La ligne a cliqué. J'ai supprimé le dernier message. Je suis resté assis là, dans le silence du bistrot. 3 messages, 3 exigences. Pas une seule question. Aucun d'entre eux n'avait demandé pourquoi. Aucun d'entre eux ne s'était arrêté une seule seconde pour faire le lien entre leur comportement du samedi soir et les conséquences du lundi matin. Ils ne voyaient aucun lien entre leurs actions et leur réalité. Ils étaient si isolés par l'argent que je leur fournissais, si aveuglés par leur propre arrogance qu'ils ne pouvaient pas concevoir un monde où ils seraient tenus pour responsables. Ils étaient juste en colère que le vieil homme simple dans le coin ait échoué dans son seul et unique but, subvenir aux besoins de leur monde. Ma décision n'était pas seulement correcte. Elle était nécessaire. J'ai posé un autre billet sur la table pour Martine, soit un pourboire de 5 € pour un café à 2 €. Je suis sorti de la banquette. Le téléphone dans ma poche a recommencé à vibrer. Je l'ai ignoré. « Bonne journée, Joseph », a crié Martine. « Toi aussi, Martine », ai-je dit en poussant la lourde porte vitrée. Je suis sorti sur le trottoir. L'air de Rouen était vif. Je suis monté dans ma Peugeot de 2005. Le moteur a démarré au premier essai, comme toujours. Je me suis inséré dans la circulation, en direction de la maison. Je savais qu'il serait bientôt là. Je savais qu'il serait désespéré, et j'étais prêt. J'ai garé la Peugeot à sa place habituelle. Mon immeuble était calme comme toujours. L'ascenseur a chanté sa chanson familière en montant au 4e étage. Je suis entré chez moi, j'ai accroché mes clés au crochet et je n'ai pas pris la peine de rallumer mon téléphone. Je savais que ce n'était plus nécessaire. Ils savaient où j'habitais. Je suis allé à la cuisine, je me suis préparé un simple sandwich jambon-beurre dans une baguette et j'ai versé un verre de lait. Je me suis assis à ma petite table de cuisine, celle où Mathilde et moi avions mangé pendant 40 ans, et j'ai déjeuné dans un silence complet. Ensuite, j'ai lavé mon assiette, mon verre et le couteau.
Je les ai séchés et rangés. Je suis allé au salon, je me suis assis dans mon fauteuil en cuir usé et j'ai repris le livre que je lisais. C'était une biographie du général de Gaulle, un homme qui comprenait la stratégie, un homme qui comprenait que parfois la victoire exigeait une résolution absolue et inébranlable. J'ai lu, l'horloge sur la cheminée a fait tic-tac. 13h, 14h, 14h30. J'étais au chapitre sur l'appel du 18 juin. 15h. Le son qui a traversé ma porte n'était pas un coup. C'était une explosion. Boum, 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 boum. C'était le martèlement frénétique et furieux de poings. Pas seulement les poings d'une personne, plusieurs. On aurait dit qu'ils essayaient d'enfoncer la porte. Le vieux bois du cadre a tremblé. Une petite photo d'Adrien et Émilie enfant, assis sur mes genoux à la plage, a vibré sur le mur. Boum, boum, boum. Papa, ouvre cette porte. Je sais que tu es là. La voix d'Adrien, mais c'était la voix du message vocal, tendue et craquante. J'ai lentement, délibérément, plié le coin de la page sur laquelle j'étais. J'ai posé le livre sur la table d'appoint. J'ai bu une gorgée du verre d'eau que j'avais versé. Je me suis levé, lissant le devant de mon gilet en laine. Je n'étais pas pressé. C'était ma maison. Ils étaient les envahisseurs. J'ai marché jusqu'à la porte, mais pas mesuré et silencieux sur le vieux tapis. Le martèlement était continu maintenant, un rythme désespéré et en colère. Papa, ouvre la porte. Bon sang, ce n'est pas drôle. J'ai atteint la porte. J'ai regardé par le Judas. La lentille fichet m'a montré une scène de chaos. 4 visages déformés par le verre et leur propre panique. Adrien était devant, le visage violet, sa cravate coûteuse arrachée de son col. Sophie était juste derrière lui, ses cheveux blonds parfaits en désordre total, le mascara coulant en traînées noires sur ses joues. Émilie était là, pressée contre le mur, sanglotant ouvertement, le visage rouge et enflé. Et Marc se balançait d'un pied sur l'autre, l'air inutile et terrifié, comme un homme pris dans une tempête qu'il ne pouvait pas comprendre. J'ai tourné le pêne dormant. Le déclic a été fort dans le couloir, et le martèlement s'est arrêté instantanément. J'ai ouvert la porte. Ils se tenaient là, clignant des yeux comme des créatures de la nuit soudainement exposées à la lumière du soleil. Ils avaient l'air ruinés. Les 4, dans leurs costumes à 1000 € et leurs robes de soie, ressemblaient à des réfugiés. Les yeux de Sophie étaient sauvages. Émilie ressemblait à une enfant. Adrien n'a pas attendu d'invitation. Il s'est précipité devant moi, trébuchant dans mon salon. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, bon sang? Pourquoi ton téléphone était-il éteint? As-tu la moindre idée de ce qui vient de se passer ?» Il respirait lourdement, faisant les 100 pas sur mon petit tapis, ses mains tirant ses propres cheveux. Sophie, Émilie et Marc l'ont suivi, une procession silencieuse et misérable, et se sont tenus là, dans mon entrée, me regardant comme si j'étais un étranger. J'ai fermé la porte lentement. Je me suis tourné pour faire face à mon fils. J'ai arboré mon meilleur visage de vieil homme simple, celui qu'il connaissait si bien. Je l'ai regardé avec une légère confusion de grand-père. « Mon Dieu, Adrien, qu'est-ce que tout ce bruit ?» ai-je dit, ma voix calme. J'ai éteint le téléphone. Je faisais une sieste. Je lisais mon livre. Vous avez l'air terrible, tous. Est-ce que tout va bien? Tout va bien, a hurlé Sophie. Le mot est sorti aigu et brisé. Son masque d'élégance sophistiquée avait disparu, brisé. Son visage était marbré, son mascara chair coulant en rivière noire sur ses joues. Elle ressemblait à un animal sauvage. Est-ce que tout va bien? Elle s'est avancée, s'arrêtant juste avant d'attraper mon gilet. Non, rien ne va bien. Nous avons été virés. Virés? Comprends-tu ce que cela signifie, espèce de vieil homme simple? Je l'ai juste regardé. Je n'ai pas bronché. Tu dois nous aider, a-t-elle crié, sa voix se brisant. C'est de ta faute. Tu dois arranger ça. Tu as des économies. Tu as tous ces stupides appartements en location. Tu dois nous donner de l'argent tout de suite. Elle me pointait du doigt, son doigt tremblant de rage. C'était fascinant. C'était la même femme qui, il y a à peine 48 heures, m'avait poliment offert un verre d'eau comme si j'étais un parent éloigné et légèrement embarrassant. Maintenant, au moment où son monde était menacé, je n'étais plus un vieil homme simple. J'étais une solution. J'étais un portefeuille ambulant. Nous allons tout perdre. Marc, mon gendre, a finalement parlé, sa voix un gémissement pathétique. La maison, Joseph. La maison, les mensualités. Nous ne pouvons pas payer les mensualités sans mon salaire, sans le salaire d'Émilie. Venant de l'homme qui avait ri de ma Peugeot, l'homme dont j'avais financé la start-up à 100 000 €, qui l'a mené à la faillite en moins de 6 mois. Il ne s'inquiétait pas pour sa famille.
Il s'inquiétait pour ses biens. Ils ont pris la voiture, a-t-il marmonné, s'affaissant sur le petit banc près de ma porte, la tête dans les mains. Ils ont remorqué la voiture de fonction. Mes clubs de golf étaient dans le coffre. Émilie se tenait là, appuyée contre le mur, son corps secoué de sanglots silencieux. Elle ne pouvait même pas me regarder. Elle pleurait simplement, ses mains couvrant son visage, émettant ces horribles sons haletants. Elle semblait au moins posséder une once de la honte que cette situation exigeait. Adrien continuait de faire les 100 pas, d'avant en arrière, sur mon petit tapis persan. 4 pas, demi-tour, 4 pas, demi-tour. Il n'avait pas dit un mot depuis sa première explosion. Il se tirait juste les cheveux. Son costume à 4000 € était désespérément froissé, son visage un masque d'incrédulité et de panique pure et sans mélange. Ils s'effondraient tous. Les 4. Leur monde entier s'écroulait, et leur premier et unique instinct était de courir vers le vieil homme simple qu'ils méprisaient et d'exiger que je le reconstruise pour eux. C'était exactement ce à quoi je m'attendais, et ce n'était que le début. J'ai laissé le silence s'étirer, épais et lourd, seulement rompu par les sanglots haletants d'Émilie et la respiration saccadée de Sophie. Ils me regardaient tous. Leurs yeux étaient écarquillés, désespérés, comme des animaux acculés. Ils avaient crié. Ils avaient exigé. Ils avaient pleuré. Et maintenant, ils attendaient juste, attendant que je répare tout. J'ai soupiré, un long et lent soupir, comme si je portais le poids de leurs problèmes. J'ai pris mon expression la plus réfléchie. Mon Dieu, dis-je doucement en secouant la tête. C'est un terrible gâchis. Virés, tous les 3. Et en même temps. Ce doit être une sorte d'erreur. Une terrible, terrible erreur. Adrien, mon fils, a cessé de faire les 100 pas. Il m'a regardé, s'accrochant aux mots. Erreur, a-t-il répété, la voix pleine d'espoir. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ça doit être une erreur. Dubois, il a juste lu un script. C'était inhumain. Une erreur? Me suis-je dit en me frottant le menton. Eh bien, si c'est une erreur, peut-être qu'elle peut être réparée. J'ai vu une lueur d'espoir dans leurs yeux. C'était pathétique. Après tout cela, après s'être moqué de moi, après m'avoir demandé de l'argent, ils se tournaient toujours vers moi pour une solution. Ils étaient toujours si aveuglés par leur propre arrogance qu'ils ne pouvaient pas voir l'homme qui se tenait devant eux. Ils voyaient juste le vieil homme simple, l'homme avec quelques contacts en ville. Je ne connais pas beaucoup de gens importants, dis-je humblement, en baissant les yeux sur mes chaussures. Pas comme toi, Adrien. C'est toi qui es dans la cour des grands. Ne sois pas idiot, papa, a claqué Adrien, tout son faux respect disparu. Tu es dans cette ville depuis 50 ans. Tu dois bien connaître quelqu'un. Un avocat, un politicien, quelqu'un. Eh bien, dis-je comme si une idée venait de me traverser l'esprit. Il y a bien une personne à qui je parle de temps en temps, un vieil ami. C'est un avocat. Ben Leroy. Peut-être. Peut-être qu'il a entendu quelque chose. Il s'occupe de quelques affaires juridiques pour mes propriétés. Il connaît peut-être quelqu'un chez Apex, ou du moins sait à qui demander. Alors appelle-le, a hurlé Sophie, se levant d'un bond. Qu'est-ce que tu attends? Appelle-le maintenant. D'accord, dis-je en levant la main pour les calmer. Pas la peine de crier, Sophie. Je suis un vieil homme. Mon cœur ne peut pas supporter toute cette agitation. J'ai marché lentement, délibérément, jusqu'à la petite table près de mon fauteuil. J'ai pris mon vieux téléphone à clapet. Ils pensaient probablement que je ne possédais même pas de smartphone. C'était parfait. Ils m'ont regardé, tous les 4, retenant leur souffle. Tout leur monde à 4 millions d'euros ne tenait qu'à un fil, et ils pensaient que leur dernier espoir était un appel d'un vieil homme simple à son ami avocat local. J'ai composé le numéro privé de Ben de mémoire. Il est probablement occupé, dis-je, tenant le téléphone à mon oreille. C'est le milieu de la journée. Allô, la voix de Ben a répondu, rauque et professionnelle. Ah, Ben, dis-je, feignant le soulagement. Tu as décroché. Merci. Écoute, j'ai mes enfants ici avec moi, Adrien et Émilie, et ils semblent être dans une terrible situation. J'ai regardé Adrien. Ses yeux étaient rivés sur moi. Ben, je vais te mettre sur haut-parleur, dis-je. Mon oui n'est plus ce qu'elle était. J'ai appuyé sur le bouton. Un petit bip a résonné dans la pièce silencieuse. JC Holdings, Ben Leroy à l'appareil. Comment puis-je vous aider, monsieur Cartier? Le petit bip du haut-parleur s'activant fut le seul son dans la pièce. Il fut suivi du déclic de la ligne se connectant, puis d'une voix. Une voix que je connaissais aussi bien que la mienne, mais que mes enfants n'avaient jamais entendue. Ce n'était pas la voix de tonton Ben, le vieil avocat amical qui sentait le tabac à pipe.
C'était la voix du président. JC Holdings, dit Ben Leroy. Sa voix était rauque, professionnelle et froide. Ici Ben Leroy. Comment puis-je vous aider, monsieur Cartier? J'ai vu Sophie froncer les sourcils. JC Holdings. Le nom lui disait clairement quelque chose. Elle travaillait dans la finance. Elle aurait vu ce nom sur des mémos de haut niveau, mais elle n'arrivait pas à faire le lien. Pas encore. Adrien et Émilie avaient juste l'air confus, impatients. Qu'est-ce que JC Holdings? Me chuchota Adrien, agacé. Papa, demande-lui, c'est tout. J'ai levé la main pour demander le silence. Ben, dis-je, ma voix toujours légère, jouant toujours le rôle du vieil homme confus. Ben, merci de prendre mon appel. J'ai mes enfants ici avec moi, Adrien et Émilie, et mon gendre, Marc. Je les ai regardés. Ils étaient tous penchés en avant, leur visage un masque d'espoir désespéré. Ils attendaient que l'ami avocat de leur simple père exprime son indignation, promette de passer quelques appels, de régler ça. Ben, ai-je poursuivi. Il semble qu'il y ait eu un terrible malentendu ce matin. Ils ont tous été licenciés de Solutions Apex. Tous les trois. Pouvez-vous imaginer? Le haut-parleur est resté silencieux un instant. Quand Ben a de nouveau parlé, toute prétention d'amitié avait disparu. Sa voix était une lame. Malentendu, monsieur Cartier, a-t-il dit. Non, je crains qu'il n'y ait eu aucun malentendu. L'espoir sur le visage d'Adrien ne s'est pas seulement dissipé. Il s'est effondré. Les yeux de Sophie se sont écarquillés. Ben a continué, ses mots lents et délibérés. Chacun a un coup de marteau. Oui, monsieur Cartier. Je suis parfaitement au courant des licenciements. J'ai personnellement donné la directive au PDG Dubois ce matin à 9 heures précises. Il a fait une pause, laissant l'implication s'installer. C'était un ordre direct du conseil d'administration. Le silence dans mon petit salon était absolu. Il était plus lourd et plus profond que n'importe quel silence dans la demeure à 4 millions d'euros d'Adrien. Les sanglots d'Émilie s'étaient arrêtés, gelés dans sa gorge. Marc, qui était affalé sur le banc, s'est redressé d'un coup. Adrien fut le premier à parler. Sa voix était un bégaiement, un bredouillement confus. Le conseil d'administration? Quel conseil d'administration? Monsieur Leroy, de quoi parlez-vous? Il était encore perdu. Il n'arrivait pas à relier les points. Il m'a regardé, puis de nouveau le téléphone. Vous êtes l'avocat de mon père. Vous vous occupez de ses propriétés locatives. Il a fait un geste frénétique autour de mon petit appartement, comme si la peinture écaillée et les vieux meubles en étaient la preuve. Qu'est-ce que son avocat a à voir avec le conseil d'administration de mon entreprise? Émilie a retrouvé sa voix. C'était un petit murmure tremblant. Monsieur Leroy, je ne comprends pas. Pourquoi seriez-vous celui qui donnerait cet ordre? C'était le moment. Je me suis adossé à mon fauteuil, les mains croisées, et j'ai observé. Votre confusion est compréhensible, a dit Ben à travers le haut-parleur. Son ton était celui d'un juge s'adressant à un accusé très, très stupide. Alors, laissez-moi être parfaitement clair. Je suis, comme vous l'avez toujours su, l'avocat personnel de monsieur Joseph Cartier. J'ai ce privilège depuis 50 ans. Il a de nouveau fait une pause. Le timing était parfait. Je suis aussi, a-t-il poursuivi, le président et directeur général de JC Holdings. Cette fois, Sophie a eu un hoquet. Elle connaissait le nom. Je pouvais voir le sang quitter son visage. Sa main a volé à sa bouche. JC Holdings, a-t-elle murmuré, ses yeux passant du téléphone à mon visage. Là, la société de capital investissement, celle qui a acheté. Adrien était toujours perdu. Quoi? Qu'est-ce que JC Holdings? Sophie, qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? La voix de Ben l'a interrompue, froide et finale. JC Holdings est une société privée de gestion d'actifs diversifiés et, depuis 4 ans, elle est la société mère, l'unique société mère qui détient 100% des actions de Solutions Apex. Le silence dans la pièce n'était plus seulement du silence. C'était un vide. C'était le son de l'air aspiré de leurs poumons. Marc, mon gendre, a juste secoué la tête, complètement perdu. Je ne. Qu'est-ce que ça veut dire? Société mère? Qu'est-ce que j'y sais? Il a regardé Adrien, mais Adrien était figé, la bouche entr'ouverte, fixant le petit téléphone à clapet bon marché sur ma table comme si c'était une bombe. Il était toujours bloqué. Il ne pouvait pas faire le saut. Pour lui, j'étais juste son père, l'homme simple, l'homme qui faisait sa propre vidange. Mais Sophie savait. Elle avait travaillé dans la finance avant d'épouser Adrien. Elle connaissait les noms. Elle connaissait les acteurs.
Son visage, qui avait été rouge de rage, est devenu d'un blanc crayeux et maladif. Le genre de blanc qui vient d'un choc pur et sans fond. Ses yeux passaient du téléphone à mon visage, de nouveau au téléphone, de nouveau à mon visage. « JC » a-t-elle murmuré. Le mot était à peine audible. C'était juste un souffle d'air. JC Holdings. Elle me regardait maintenant, pas le vieil homme embarrassé. Elle me regardait, me regardant vraiment pour la première fois de sa vie. Ses yeux étaient écarquillés d'une horreur naissante et terrible. JC. Elle a articulé le son, coincé dans sa gorge. Adrien a vu l'expression de sa femme. Il a vu la terreur. Il l'a regardée, puis m'a regardé. Il ne comprenait toujours pas. Sophie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que JC? Émilie. Ma fille observait le visage de Sophie. Elle a suivi le regard horrifié de Sophie, qui était fixé sur moi. Les yeux d'Émilie, rouges et enflés de pleurs, se sont lentement écarquillés. Les larmes se sont arrêtées. Elle a regardé mon vieux gilet. Elle a regardé ma montre Timex craquelée. Et puis elle a regardé mon visage. JC, a murmuré Émilie, sa voix tremblante, sa main montant à sa bouche. JC. Elle a pris une inspiration chancelante. Joseph Cartier. Le nom a flotté dans l'air de mon petit appartement silencieux. Il semblait résonner sur les vieilles étagères et les meubles usés. Non, a dit Adrien, secouant la tête. Un rire pathétique et désespéré s'échappant de ses lèvres. Non, c'est ridicule. Ce n'est pas papa. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle blague est-ce? Ils me fixaient tous maintenant. Tous les quatre. Leur monde entier avait basculé sur son axe. Le vieil homme simple, inoffensif et embarrassant dans le coin. L'homme dont ils avaient ri était soudainement au centre de leur univers. Et ils commençaient enfin à comprendre. Non, a dit Adrien, secouant la tête, un rire pathétique et désespéré s'échappant de ses lèvres. Non, c'est ridicule. Ce n'est pas papa. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle blague est-ce? Ils me fixaient tous maintenant. Tous les quatre. Leur monde entier avait basculé sur son axe. Le vieil homme simple, inoffensif et embarrassant dans le coin. L'homme dont ils avaient ri était soudainement au centre de leur univers. Et ils commençaient enfin à comprendre. J'ai tendu la main et j'ai appuyé sur le bouton de fin d'appel du téléphone à clapet. Le petit bip de la déconnexion de l'appel a été le son le plus fort que j'ai jamais entendu de ma vie. La pièce était parfaitement, terriblement silencieuse. 4 personnes, 4 statues, figées à différents stades d'incrédulité. La bouche d'Adrien était entr'ouverte, mais aucun son n'en sortait. Marc, mon gendre, secouait la tête lentement, encore et encore, marmonnant « non, non, non » à voix basse. Émilie, ma fille, était figée, ses mains couvrant toujours sa bouche, ses yeux écarquillés. Mais Sophie était celle qu'il fallait observer. Elle avait travaillé dans la finance. Elle connaissait les noms. Elle connaissait les acteurs. Son visage, qui avait été rouge de rage quelques instants auparavant, était devenu d'un blanc crayeux et maladif, le genre de blanc qui vient d'un choc pur et sans fond. Ses yeux, larges et terrifiés, passaient du téléphone à clapet silencieux sur ma table à mon visage, de nouveau au téléphone, de nouveau à mon visage. « C'est vous » a-t-elle murmuré. Les mots n'étaient que de l'air. Ce n'était pas une question. C'était une accusation. Le vieil homme simple, JC Holdings, c'est vous. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas bougé. J'ai juste soutenu son regard. Oui, ai-je dit. Ma voix était calme, stable. Oui, je possède Solutions Apex. Je possède aussi l'immeuble où se trouve votre bureau. Je possède Innovatech, la société de logiciels dans l'immeuble d'Axe en Grave-Côté. Je possède 11 autres entreprises, Adrien. Ose. J'ai tourné mon regard vers mon fils. Il avait l'air comme si je venais de le frapper fort au visage. La Peugeot 407 de 2005 devant, ai-je poursuivi, ma voix égale, et payée. Je la possède sans aucune dette depuis 17 ans. Ta berline louée à 100 000 €. Combien te reste-t-il à payer là-dessus, mon fils? 60 000, 70 000. Et maintenant tu n'as plus de travail. Les mots ont frappé Sophie comme un coup physique. Elle a émis un son, un hoquet aigu et étranglé, comme si elle ne pouvait plus respirer. Ses genoux ont fléchi. Elle ne s'est pas évanouie. Elle s'est juste effondrée. Elle s'est écroulée sur mon vieux tapis, sa robe de soie coûteuse s'étalant autour d'elle, et elle a commencé à sangloter. Pas les fausses larmes polies du samedi soir. C'étaient des sanglots laids, gutturaux, angoissants, de perte pure et absolue. Adrien et Marc étaient trop abasourdis pour bouger. Ils ont juste regardé Sophie, puis moi.
C'est Émilie qui a finalement rompu le silence. Sa voix était petite, brisée, la voix d'une petite fille. « Papa » a-t-elle murmuré. Des larmes coulaient sans retenue sur son visage. « Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça? Pourquoi nous virerais-tu » J'ai tourné toute mon attention vers ma fille. « Pourquoi » ai-je répété sa question. « Tu me demandes pourquoi » J'ai laissé la question flotter dans l'air de mon petit appartement. J'ai marché lentement vers elle, m'arrêtant à quelques mètres de distance. « Tu as raison sur une chose, Émilie, » ai-je dit doucement. « Tu ne savais pas que j'étais ton patron. Tu n'aurais pas pu. » Je m'en suis assuré. C'est un argument valable. Je me suis penché un peu plus près, ma voix baissant. « Mais tu savais que j'étais ton père. » Son souffle s'est coupé. Elle a reculé comme si j'avais levé la main. « Tu savais, » ai-je poursuivi, « que j'étais l'homme qui t'a élevé, l'homme qui t'a conduite à l'hôtel, l'homme qui t'a tenu dans ses bras quand Mathilde est décédée. Tu connaissais cet homme, et tu es resté là. » ai-je dit, la glace revenant dans ma voix, dans cette maison ridicule et chère, et tu as écouté ton mari et ta belle-sœur se moquer de cet homme en face de lui. Tu n'as pas seulement écouté, Émilie. Tu as participé. Papa, non, a-t-elle balbutié. Oh, si, ai-je interrompu, lui citant ses propres mots condescendants. Il a quelques propriétés locatives en centre-ville, juste pour le tenir occupé à son âge. J'ai imité son ton aigu, doux et condescendant. C'est ce que tu penses de moi? Un amateur? Un simplet à tenir occupé? C'est ce que l'éducation que j'ai payée t'a appris? J'ai tourné mon regard vers Marc, qui essayait de se fondre dans le papier peint. Et toi, Marc, tu as ri de ma voiture, la voiture que ta belle-mère aimait. Tu as plaisanté sur le fait que je faisais ma propre vidange. Tu es resté là, un homme dont j'ai payé la fermeture de l'entreprise en faillite. Et tu as ri de mon économie, de mon bon sens. J'ai finalement regardé de nouveau Sophie, qui pleurait toujours par terre. Et vous? Il ne comprend pas notre monde. Vous avez dit ça. Vous, vivant dans une maison dont j'ai payé la compte. Portant des vêtements que j'ai indirectement payés. Buvant du champagne que j'ai certainement payé. Vous avez eu l'audace, l'arrogance de suggérer que je ne comprenais pas votre monde. C'était une blague, a finalement explosé Adrien. Le déni était si fort que c'en était presque pathétique. Il était rouge, désespéré, s'accrochant à des brindilles. C'était juste une stupide blague de soirée, papa. C'est tout. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas détruire nos vies pour une stupide blague. Une blague, ai-je dit en hochant lentement la tête. Tu penses que c'est une question de blague? Tu penses que c'est une question de mes sentiments? J'ai ri. C'était un son court, vif et amer. C'était la première fois que je riais en leur présence depuis des années. Le son les a tous réduits au silence. Vous ne comprenez toujours pas, ai-je dit en allant à mon bureau et en prenant la petite photo encadrée de Mathilde. J'ai regardé son visage souriant. Vous n'avez jamais compris. Vous pensez que c'est à propos de moi. Ce n'est pas le cas. C'est à propos de vous. C'est à propos de votre sentiment de droit, votre arrogance, votre profonde, illimitée, stupéfiante ingratitude. Détruire vos vies. J'ai répété ces mots, ma voix s'élevant, vibrant d'une colère que j'avais contenue pendant une décennie. Laisse-moi te parler de détruire des vies, Adrien. Tu viens ici, dans cet appartement, l'appartement dont tu as honte, et tu exiges que je règle ton problème. Toi, Adrien, qui te tenais dans une maison à 4 millions d'euros, une maison pour laquelle j'ai versé un acompte de 800 000 euros comme un prêt. Et tu as ri de moi. Et toi, Émilie, dis-je en me tournant vers elle, ma voix vive. Tu as pleuré parce que ta carte d'entreprise a été refusée, la carte pour un travail dans une entreprise que je possède. Tu as pleuré pour les frais de scolarité de l'école privée de tes enfants, des frais que j'ai payés à chaque échéance pendant 3 ans d'affilée comme un cadeau que tu attendais simplement. Et toi, j'ai pointé Marc du doigt, tu t'es plaint de tes clubs de golf dans une voiture que je t'ai donnée, une voiture de fonction pour un travail que tu n'as que parce que tu as épousé ma fille. Vous vivez dans un monde que j'ai construit pour vous, un monde que j'ai financé. Vous parlez de votre monde. Il n'y a pas de votre monde. Il n'y a que mon monde. Et je vous ai laissé y vivre parce que je suis votre père. Parce que je vous aimais. Parce que j'espérais qu'un jour vous grandiriez. Que vous verriez l'homme, pas l'argent. J'ai secoué la tête, la tristesse me frappant enfin, froide et lourde. Mais vous ne l'avez jamais fait. Vous avez vu l'argent et vous avez méprisé l'homme qui l'a gagné. Vous pensiez que j'étais un imbécile. Un simple imbécile démodé. Ils étaient tous silencieux. Il n'y avait plus rien à dire. La vérité était enfin mise à nu, ici, dans mon petit salon humble. J'ai reposé la photo de Mathilde sur le bureau. Eh bien, dis-je, ma voix de nouveau calme.
L'imbécile en a assez. La banque est fermée. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. Je l'ai ouverte en grand. La lumière faible et cirée du couloir de l'appartement s'est déversée à l'intérieur. « Papa, s'il te plaît » a murmuré Adrien. Il était brisé. Je pouvais le voir. « Papa, qu'est-ce qu'on est censé faire ?» Je l'ai regardé. Mon fils, l'homme enfant, debout là où il se tenait autrefois, enfant, demandant de l'aide pour ses devoirs. « Je ne sais pas, Adrien, dis-je, ma voix vide de toute émotion. Tu es un vice-président senior. Tu es un homme de ton monde. Je suis sûr que tu trouveras une solution. » J'ai tenu la porte ouverte, attendant. « Maintenant, s'il vous plaît, sortez de mon appartement. Je suis un homme simple et je dois retourner à mon livre. » 2 semaines passèrent. Mon téléphone resta silencieux. Je ne le rallumai pas. Ma vie reprit son rythme tranquille. J'allais au bistrot. Je lus mes livres. Je réparais la peinture écaillée sur le pare-choc de ma Peugeot. C'était une bonne réparation, propre. Cela me satisfaisait. Le monde, cependant, ne s'arrêta pas. Ben m'appela sur ma ligne fixe un vendredi après-midi. « Joseph, dit-il, la voix fatiguée. Juste pour te donner le rapport hebdomadaire. » Je savais qu'il n'appelait pas pour les marchés financiers. « Comment vont-ils, Ben ?» Il soupira. « Eh bien, la nouvelle du licenciement simultané de 3 cadres de haut niveau par JC Holdings. Ce genre de nouvelles se propage vite. Très vite. Adrien a apparemment tâté le terrain auprès de tous les concurrents de la région. Personne ne veut de lui. Personne ne veut embaucher un vice-président qui a été personnellement et soudainement licencié par le conseil d'administration. Et Émilie, pareil. Marc est apparemment toxique. Quant à Sophie, eh bien, les actifs d'Adrien sont gelés en attendant un examen de ses dépenses d'entreprise. La banque saisit la maison de Neuilly. Ils ont 30 jours. Je vois, dis-je. Cela ne me faisait aucun plaisir, mais c'était la mathématique simple et inévitable de leur choix. Ils avaient construit un château de cartes sur une fondation d'arrogance. Un vent fort est venu. Le château est tombé. C'est l'ordre naturel des choses. C'est tout ? Demanda Ben. C'est tout, dis-je. Merci, Ben. Je raccrochai. Ils perdaient leur maison. Ils étaient inemployables. Ils étaient toxiques. Le monde dont ils étaient si fiers les avait rejetés dès que leur soutien financier, mon soutien financier, avait disparu. Je me demandais ce qu'ils allaient faire. Je n'eus pas à me le demander longtemps. Ce dimanche soir-là, je lisais mon livre sur le général de Gaulle. L'appartement était silencieux. J'écoutais un vieux vinyle, de la musique classique que Mathilde avait aimée, Duforest. On frappa à la porte. Ce coup n'était pas le martèlement tonitruant et en colère d'il y a 2 semaines. C'était doux, hésitant, presque craintif. Un toc, 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 pause, toc, toc. Je posai mon livre. Je marchai jusqu'à la porte et regardai par le Judas. Il n'était que 2, Adrien et Émilie. Il n'y avait pas de Sophie. Il n'y avait pas de Marc. Ils se tenaient juste là, dans la faible lumière du couloir, ne se regardant pas. Ils semblaient petits. Adrien ne portait pas de costume. Il portait un vieux sweatshirt et un jean, des vêtements que je ne lui avais pas vu porter depuis qu'il était à l'université. Émilie portait un simple manteau, les cheveux tirés en arrière, le visage pâle et sans maquillage. Ils avaient l'air maigres, fatigués et brisés. J'ouvris la porte. Ils sursautèrent tous les 2, comme s'ils s'attendaient à ce que je crie. Je restai là, attendant. Adrien ne voulait pas me regarder. Il fixait juste le sol, mes vieilles chaussures. C'est Émilie qui parla la première. Sa voix était rauque, un murmure éraillé. « Papa, dit-elle, et ses yeux se remplirent instantanément de larmes. « Papa, est-ce qu'on peut entrer, s'il te plaît ? Il fait froid. » Je m'écartai. Ils entrèrent, non pas avec l'arrogance de propriétaires, mais avec l'incertitude hésitante d'étrangers. Ils se tinrent au milieu de mon salon, regardant autour d'eux comme s'ils ne l'avaient jamais vu auparavant, comme s'ils voyaient la chaleur, l'histoire, le foyer qu'ils avaient toujours négligé. Émilie ne put se retenir. Elle se couvrit le visage et s'effondra. Les sanglots étaient silencieux, angoissants, secouant tout son corps. « Papa, je suis tellement désolée, » pleura-t-elle dans ses mains. Je suis si stupide. J'ai été si stupide et si cruel. Je suis tellement désolée. » Adrien ne pouvait toujours pas me regarder. Il fixait juste la photo de Mathilde sur le bureau. Il tremblait. « Adrien, dis-je, ma voix calme, pas méchante. » Il me regarda enfin. Ses yeux étaient rouges. Ce n'était pas le vice-président. Ce n'était pas l'homme de la fête. C'était juste mon fils.
Commença-t-il, la voix épaisse. J'avais honte de toi, papa. J'avais honte. Il dit les mots comme s'ils étaient un poison qu'il devait évacuer. J'avais honte du meilleur homme que j'ai jamais connu. L'homme le plus fort, le plus décent. J'ai échoué en tant que fils, en tant qu'homme. J'ai échoué. Je suis tellement désolé, papa. Je suis tellement désolé. Sophie m'a quitté. Il dit les mots qui tombèrent dans la pièce silencieuse. Le jour où la banque a envoyé l'avis de saisie, elle a pris les enfants et est allée chez sa mère. Elle a dit que j'étais un imbécile. Elle a dit que j'avais échoué à gérer mes actifs. Il rit, un son court et mort. Mes actifs. Elle voulait dire toi. Marc est parti aussi, murmura Émilie en s'essuyant le visage. Il a dit qu'il n'avait pas signé pour être marié à une ratée. Il a fait une valise et est parti. Il m'a dit que les factures de scolarité étaient mon problème. Maintenant, il est parti. Ainsi, le monde qu'ils aimaient, le monde du statut et de l'argent, n'avait aucune loyauté. Les rats avaient fui le navire doré qui coulait. Je vois, dis-je. Je m'assis dans mon fauteuil. Je regardais ces deux étrangers, mes enfants. Alors maintenant, vous n'avez plus rien. Nous n'avons rien, acquiesça Adrien, la voix creuse. Nous ne méritons rien. Je laissai cela flotter dans l'air. La vérité. Enfin. Non, dis-je après une longue minute. Vous ne méritez pas rien. Vous méritez de recommencer, de la bonne manière. Ils me regardèrent, confus. L'espoir est une chose dangereuse, et ils avaient peur de le ressentir. Je ne vous rendrai pas vos emplois, dis-je sèchement. Solution Apex, c'est fini pour vous. Cette vie est terminée. Je sais, dit Adrien en hochant la tête. On trouvera quelque chose. On trouvera des boulots, tondre des pelouses. Quoi qu'il faille. Vous n'aurez pas à tondre des pelouses, dis-je. Je possède une autre entreprise, une organisation à but non lucratif, la Fondation Mathilde Cartier. Nous finançons des refuges pour femmes, la recherche sur le cancer. C'était la passion de votre mère. Il recherche des coordinateurs de projets. C'est un poste de débutant. Le salaire est de 50 000 € par an. Leurs yeux s'écarquillèrent. 50 000. C'était probablement ce qu'ils dépensaient en vin en 6 mois. Il n'y a pas de voiture de fonction, continuai-je. Pas de carte d'entreprise, pas de compte de dépenses. Vous rendrez compte à un responsable. On attendra de vous que vous soyez à l'heure. Vous travaillerez dur et vous apprendrez ce que signifie gagner 1 euro au lieu de simplement en prendre un. Je les regardai. Vous commencerez tout en bas de l'échelle. Et vous construirez vos propres vies cette fois. Vos vraies vies. Comprenez-vous? Adrien ne pouvait pas parler. Il hocha simplement la tête, ses yeux débordants. Émilie s'approcha, hésitante, et elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis 10 ans. Elle s'agenouilla près de ma chaise, enlaça ma taille de ses bras et enfouit son visage dans mes genoux. « Merci, papa » pleura-t-elle. « Merci. » Adrien resta là, nous regardant. Son visage un masque complexe de honte et de soulagement profond et angoissant. Je posai ma main sur la tête de ma fille. « Tout va bien, Émilie » dis-je. Je regardai Adrien. Tout va bien se passer. Je restai assis là pendant un long moment, ma main dans les cheveux de ma fille, mon fils me regardant, nous trois silencieux dans le petit appartement chaleureux. J'allais préparer le dîner, dis-je enfin, ma voix un peu rauque. J'ai un pot-au-feu. Il y en a assez pour 3. L'histoire de Joseph Cartier est un puissant rappel que la vraie famille est bâtie sur un fondement de respect mutuel, et non seulement sur des liens de sang ou des obligations financières. Elle nous enseigne que la générosité sans limite peut accidentellement engendrer un sentiment de droit, et que ce sentiment, laissé sans contrôle, peut se transformer en un profond manque de respect. Le parcours de Joseph montre que fixer des limites fermes, même si cela semble douloureux, est parfois la seule voie pour retrouver sa propre dignité. En fin de compte, c'est une leçon que le véritable amour ne peut être acheté, et que le respect de soi est le seul atout qui vaille vraiment la peine d'être protégé à tout prix. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été à la place de Joseph? Et pensez-vous qu'il a été trop dur ou complètement justifié?